Quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air. Eh bien moi, je serai docteur. Et vous, de quoi rêviez-vous enfant ? Et maintenant, que faites-vous en vrai ? Et si avant de se questionner sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie, il était temps de s'autoriser à être soi-même ? Et si finalement, c'était ça, la clé du bonheur ? Je suis Sophie. Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach, conférencière et auteure. J'accompagne les personnes qui se sentent en décalage avec les autres à être soi et prendre leur place pour une vie choisie, riche et épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, cultiver sa confiance et son estime de soi et reprendre les rênes de sa vie. Nous allons voir comment les rencontres peuvent nous faire grandir. Souvent, nous côtoyons des personnes qui ont des profils et des convictions similaires. Notre environnement évolue avec nous. Face à des personnes aux profils qui nous sont moins familiers, nous pouvons avoir des préjugés ou au contraire vouloir en savoir plus parce qu'elles ont attisé notre curiosité. Derrière nos différences se cachent des histoires, des vécus qui façonnent les personnes que nous devenons et les parcours que nous suivons. D'où l'intérêt d'aller parfois au-delà des apparences. C'est ce dont nous allons parler avec Mireille Dumas, figure emblématique de la télévision, avec qui j'ai échangé au Salon du Livre à Vannes. Elle a animé les émissions Bal et Masque, La vie à l'endroit, puis Vie privée, vie publique. Récemment, elle a écrit Rencontres inoubliables, Vie privée, vie publique, paru aux éditions Le Cherche Midi, où elle partage ses rencontres inoubliables avec des personnalités comme Roberto Alagna, Charles Aznavour, Brigitte Bardot, Guy Bedos, Danny Boone, etc. Avant de la rejoindre, j'aimerais partager avec vous les raisons qui m'ont donné envie de vous emmener à sa rencontre. En fait, quand j'étais petite, je faisais partie des spectateurs de Bal et Masque, et puis plus tard, de Vie privée, vie publique. J'aimais beaucoup la manière dont Mireille Dumas menait les interviews et aussi les sujets qu'elle traitait. Dans Bal et Masque, elle y traitait des sujets avant-gardistes et les tabous de l'époque, ce qui permettait de se questionner et de prendre de la hauteur pour sortir des a priori qu'on pouvait avoir sur tel ou tel sujet. Et dans Vie privée, vie publique, j'aimais son côté à aller visiter l'intimité des personnalités de tout horizon, artistes, écrivains, philosophes, sportifs, etc., qui nous livraient quelque chose d'elles-mêmes. Derrière toutes ces rencontres, aux côtés de Mireille Dumas, nous allions au-delà des apparences. Et c'est justement ce qui me plaisait. Pour creuser le sujet, je vous propose de la retrouver avec moi au Salon du Livre à Vannes. Le son n'est pas extraordinaire puisque nous avons réalisé l'interview sur le stand de dédicace, mais il n'altère en rien la qualité de son contenu. Bonjour Mireille et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à vous. Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Curiosité, empathie, les deux. Tout à fait. Et donc, dans votre nouvel ouvrage, vous dites justement que aller à la rencontre des autres a été une nécessité pour vous. Et justement, je me demandais, est-ce que ça a été le fil rouge finalement de votre carrière de journaliste ? Oui, depuis l'enfance. Et j'ai ce souvenir très très présent où j'étais assise sur les gros radiateurs en fonte. Je regardais les fenêtres. Et je me disais que la vie était dehors et que j'irais la chercher. Comme j'habitais un petit village et que la maison, l'école, c'était une école, ma mère était mon institutrice, j'ouvrais une porte, je passais de l'école à la maison. Il y avait un grand mur avec des grilles, un mur de fer, donc un horizon un peu bouché. Et c'est vrai que je me disais, bon, la vie, elle est ailleurs. J'avais envie d'embrasser d'autres vies, d'aller au-devant des autres. Et ça a été toujours ça, mon fil conducteur de porter le micro, mais plus que le micro, c'est la parole, de donner la parole aux autres et à tous les autres. Non, parce que ce qui m'a intéressé, c'est franchement toutes les différences et pas uniquement des gens qui me ressemblent. Et là, ça me fait rebondir par rapport à votre émission Bal et Masque. Donc moi, comme je vous le disais en off, j'étais une inconditionnelle de cette émission. Pourtant, j'étais petite, mais j'adorais ça parce que vous abordiez des sujets avant-gardistes. Et justement, par exemple, dans Bal et Masque ou même Vie privée, vie publique, ça a été aussi une émission qui était très très importante à l'époque pour moi. Et justement, quels étaient les fils rouges derrière ces émissions-là, en fait ? Elles sont, en fait, c'est amusant parce que chaque émission, chaque concept d'émission est né de l'autre.
les masques, je faisais des documentaires à l'époque. Les premiers documentaires que j'ai faits, c'était beaucoup sur les liens du cœur, les liens du sang. Je questionnais ça. Je suis allée dans des univers clos, justement. Je suis allée tourner de grands documentaires dans les prisons. Je suis allée aussi dans certains lieux de pèlerinage, dans des monastères. Et puis j'ai tourné aussi dans les rues de Paris toute une série sur la prostitution. Donc j'étais quand même, je cherchais à savoir comment on se débrouille de sa vie, comment à un moment donné un grain de sable peut aussi vous faire sortir du grand chemin de la vie et vous marginaliser. Alors ça peut être effectivement aussi bien parce que on tue quelqu'un et je trouve qu'il faut en parler parce qu'il n'y a pas que des assassins qui tuent, justement. Il peut se produire dans la vie des moments de, comment dire, on est confronté à un traumatisme d'origine, ça se reproduit et pouf, il y a le passage à l'acte. Donc le passage à l'acte, comment on peut se reconstruire après ça? Parce que ce qui était une obsession chez moi, c'est la reconstruction. Si on se prostitue, ce n'est pas pour, franchement, par plaisir. Souvent, il y a des blessures. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus et comment, justement, on peut se revaloriser, redonner de la valeur aussi à son corps quand son corps a été comme ça, est devenu une marchandise. Et ça m'a amené évidemment au concept de résilience dont on parle beaucoup, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et donc, j'ai fait tous ces documentaires. Et c'est vrai qu'en faisant ces documentaires, je me suis aperçue que je parlais beaucoup des marges, de la marginalité, de la différence. Et j'ai eu envie de faire une émission au début des années 90 qui s'appelle Ballet Masque, c'est-à-dire on va au-delà des apparences, on baisse le masque et j'essaie de brosser un portrait de la société par les marges, à travers les marges. Mais ça peut être aussi, vous voyez, on peut être marginalisé parce que tout à coup, notre fils meurt ou notre mari nous quitte. Quand je dis mari, parce que je me mets du côté de la femme, mais ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez, il y avait ça. Il y a évidemment l'homosexualité, il y a les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Mais tout ça, c'était le concept de cette émission. Mais c'était toutes les marginalités. Mais il y avait aussi des familles très très nombreuses qui tout à coup, vous voyez, vous vous retrouvez avec 14 enfants, on a une vie différente. Donc c'est tout ça qui pendant chaque semaine, je mettais à l'antenne avec l'envie de partager la vie de ces personnes, la faire partager avec ceux qui étaient derrière l'écran. Ce qui a été formidable, c'est qu'il y a beaucoup de lycées, de facultés qui m'écrivaient. Et après, quand il y avait des thèmes, par exemple, sur l'homosexualité ou des thèmes des tabous, vous voyez, parler des tabous, et on n'en parlait pas beaucoup, les professeurs s'en servaient pour aborder le thème dans l'école ou à l'université et parfois dans les familles. Vous voyez, c'est ce qui m'a aussi motivée, qui m'a donné envie de continuer, c'est quand je recevais tout ce courrier aussi de personnes qui me disaient grâce à vous, on a pu en parler à la maison. Vous voyez, on a pu aborder ce sujet tranquillement, paisiblement. Voilà, ça c'était Ballet Masque. Et au bout de 4 années, moi je suis repartie dans le documentaire. J'ai lancé une émission qui s'appelait La vie à l'endroit, où là c'était une émission où j'allais dans tous les lieux de France. Je renouais avec le documentaire et après, à la suite de La vie à l'endroit, j'ai vu que la société aussi bougeait. Internet, c'était le début d'Internet, et j'ai vu que la ligne entre la vie privée et la vie publique était en train de bouger énormément. Et c'est comme ça qu'est né ce concept, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, même les deux mots n'étaient jamais collés. Maintenant, tout le monde dit vie privée et publique. Mais en fait, vie privée, vie publique, ça a été lancé, je le dis sans flagornerie, mais c'est vrai, par cette émission. Parce que pendant très longtemps, les gens me disaient, mais pourquoi vie privée et vie publique? Je disais, mais parce que vraiment la frontière, le mot que je cherchais, la frontière a beaucoup changé entre la vie privée et la vie publique. Et il y a de nouvelles donnes et ça va beaucoup évoluer. Donc jusqu'où on peut aller? Et ça, ce sont des questions qui m'ont passionné, parce que vraiment, on le voyait pas uniquement en politique, mais on le voyait avec les caméras qui arrivaient, les téléphones qu'on peut tracer. C'était quel est notre espace de liberté? Parce que dans le fond, ce que je questionne, c'est la place de l'individu dans la société. C'est ça qui m'intéresse.
au fil des décennies, c'est quelle place on peut occuper, quelle place la société nous donne ou ne nous donne pas, nous empêche. Et puis l'engagement, enfin tout, quoi, tous ces thèmes l'engagement, des racines aussi, c'est important. Je me suis aperçue que c'est des thèmes sur lesquels je revenais aussi beaucoup. Et évidemment l'enfance qui nous construit ou qui nous déconstruit. On est tous des enfants qui ont ou lutté ou fait avec leur enfance enfin de toute façon on fait toujours avec son enfance, mais parfois on doit vraiment se réinventer à partir d'elle. Par rapport justement à toutes les rencontres que vous en avez eues, parce qu'il y en a eu énormément, et justement des atypiques aussi, comment elles vous ont nourri, vous, en fait? Comment elles vous ont nourri? Parce que je pense qu'il y en a certaines qui vous ont fait grandir aussi, vous. Je pense par rapport à ce changement de perspective, parce que c'est ce que vous invitiez aussi par vos émissions. En fait, c'est un échange. Moi, j'ai conçu mon métier non pas comme une intervieweuse. Je dis souvent aux jeunes journalistes, soyez dans l'échange, c'est-à-dire d'un être humain à un être humain, non pas d'un intervieweur face à quelqu'un, parce que ça met dans une position de toute façon de domination. Et un journaliste politique, il va être plus inquisiteur, c'est normal. Le politique doit s'expliquer, doit rendre des comptes. Mais quand même, je dis, quand on est dans l'humain, la patte humaine, il faut être justement dans cet échange. Et donc on ne peut pas être dans un fil conducteur aussi drastique que des questions qui s'enchaînent. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'était quoi là? Je me suis perdue dans la question. C'est un peu de bruit. Oui, comment ces rencontres vous ont... Oui, voilà, je dis. Et quand on est donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est cet échange, et c'est dans les deux sens. En fait, les personnes qui témoignaient, leur parcours en général, puisque moi je retrace des parcours, ça m'a nourri. Et moi, je pense que j'apportais, c'est ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'elles ont eu la gentillesse de me dire, toutes celles qui sont venues me parler, je les nourrissais aussi de mon expérience. En fait, c'est un miroir inversé, tout en sachant que justement, j'ai toujours dit que je ne faisais pas une télévision miroir, parce que je me suis jamais cherché moi, et pas, en tout cas des moi qui me ressemblent. Ce qui m'a intéressé, c'était de rencontrer les gens dans toutes leurs différences. C'est ce qui est riche. Moi, je trouve qu'une vie, d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. C'est court, c'est long, mais c'est court. Et moi, je suis fascinée par la façon dont, franchement, toutes les personnes dans le monde entier, quelles que soient les situations et tout, s'arrangent de leur vie, se débrouillent, rebondissent parfois pas justement. Mais c'est fascinant. De toute façon, regardez le cinéma, la littérature, c'est ce qui est, enfin, c'est constitué de ça. Et justement, par rapport à votre ouvrage qui vient sortir, qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre justement derrière ces rencontres inoubliables? Alors, j'avais envie de partager d'abord les rencontres qui m'avaient le plus frappé, même si elles ne sont pas toutes là, c'était compliqué, mais des parcours qui me semblaient emblématiques, qui racontaient des choses, enfin, montraient aussi que, voilà, parce qu'on a l'impression, on voit des personnes célèbres, qu'elles ont toujours été célèbres, on me le dit à moi aussi, on a l'impression que j'ai toujours été pomponnée devant la télé comme ça et tout. Non, d'abord, ce sont des anonymes. Souvent, pour la plupart, très peu sont nés avec des petites cuillères dans la bouche. Donc, ce sont des anonymes qui ont bagarré, qui ont connu des joies, des peines, des blessures, des cicatrices. Donc, c'est tout ça que j'avais envie de raconter, parler aussi des origines, des racines, partager aussi peut-être des parcours de personnes qu'on croit connaître. C'est pour ça qu'elles sont très différentes, elles viennent de milieux différents, donc des artistes, des politiques, il y a même un tennisman comme Yannick Noah, ou l'héritière de Picasso, la petite fille de Picasso. Vous voyez, c'est très 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 différent. Aznavour, Bedos, Cadmerat, Danny Boone, générations aussi différentes, pour montrer justement tous ces parcours qui me semblent intéressants à partager. Et puis en même temps, c'était aussi pouvoir raconter comme ça, de façon très légère. On m'a souvent posé des questions. Et je me dois de donner aussi aux téléspectateurs et aux lecteurs maintenant des petites touches de ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui, ce qui m'a conduit à faire ce métier. Voilà, de l'enfance ce que je vous disais tout à l'heure, du huis clos. Je viens plutôt de ce huis clos. Donc c'était ça que j'avais envie de raconter. Et puis dans les entretiens, justement, dans les échanges, de montrer parfois
comment, par exemple, Jean-Louis Trintignant, ce qu'il m'a dit après sur la mort de Marie, après la mort de Marie, moi, ce sont des paroles qui ont beaucoup résonné en moi quand j'ai perdu mon beau-fils, vous voyez, par exemple. Et moi, j'ai pu aider d'autres personnes à mon tour qui étaient dans un deuil difficile comme ça, voire, on dit impossible, mais il ne faut pas que le deuil soit impossible. Voilà. Mais souvent, voilà, sur les enfants, c'est très douloureux, très difficile à surmonter. Donc tout ça, ça fait partie vous voyez, des échanges d'êtres humains. On est là, il faut être utile dans la vie. Et il y a juste avant de terminer quelque chose qui me semblait aussi important d'échanger ensemble, c'est cette vulnérabilité. Parce que finalement, derrière tout ça, il y a cette vulnérabilité. Je me disais, en fait, finalement, c'était aussi votre quête dans tous les échanges. Finalement, c'était capter cette vulnérabilité, montrer que finalement, qu'on soit célèbre ou pas célèbre, en fait, finalement, il y a cette vulnérabilité. Et du coup, je me dis, est-ce qu'elle est synonyme aussi de cette authenticité finalement, quand on enlève justement tous ces masques sociaux Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai recherché, c'est pas la vérité. J'ai recherché des moments de sincérité, des éclats de vérité. Parce que la vérité, on sait pas ce que c'est. Moi, je vous parle comme ça aujourd'hui. Demain, j'aurais peut-être employé d'autres mots. Donc, j'aime bien la fragilité aussi du témoignage. Je trouve ça très beau. On n'a pas forcément le mot exact. Et puis la vulnérabilité, oui, de toute façon, je pense que les artistes, enfin tous ceux qui se transcendent, qui se dépassent, il y a toujours des fragilités, de toute façon chez tout le monde, mais en particulier effectivement chez les artistes qui trouvent dans l'art une façon de penser les blessures, vous voyez, aussi d'être aimé. Ça semble, vous voyez, d'être aimé par le public. Et puis l'art répare beaucoup de choses. Et moi, cette vulnérabilité, je pense que je l'ai ressentie en moi quand j'étais aussi petite, pour avoir perdu les personnes que j'aimais, mon père, après mon grand-père, ma grand-mère. Je me rappelle très très bien qu'à un moment donné, je me disais, j'en ai même voulu à ma mère, ce qui est un sentiment. Alors j'ai adoré ma mère jusqu'à la fin de ses jours. Elle a dépassé 100 ans. C'était vraiment un tout pour moi. Ça a été tout, ma mère, pour moi. Mais justement, à un moment donné, quand tout le monde s'en allait, je me disais, mais quand même, c'est ma mère, elle pourrait j'étais enfant, hein. Je me demandais comment elle ne pouvait pas me protéger, comment elle faisait pour ne pas me protéger de la mort des gens que j'aimais. Je me disais, c'est ma mère, elle doit me protéger contre la mort et je vais me retrouver orpheline, je vais être toute seule si ça continue. J'étais pas seule, il y avait des frères et sœurs. Mais vous voyez, dans l'imaginaire, je vais me retrouver sans des adultes pour me protéger. Voilà, j'étais une petite fille fragile et je me suis construite, moi aussi. Et je me suis construite, je pense, en allant vers les autres. Et il y a des choses de moi, certainement, que j'ai soignées. J'étais très timide. Ça, c'est incroyable. Mais mon fond est très timide. Je suis profondément timide. Et je pense qu'il a fallu que je me construise, moi aussi, une carapace. Et cette carapace m'a permis de me dépasser moi-même et d'aller vers les autres et de ressentir la fragilité chez les autres. Parce que je pense que les miennes étaient très grandes. Et pour terminer, quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin? Oh là là. Oui. Ne jamais finir. Ne jamais finir. Je pense que c'est peut-être ne jamais baisser les bras. Moi, j'ai pu être déçue par les êtres humains, mais j'ai une foi en même temps énorme dans la vie. Voilà. Même si je fais partie des gens qui militent pour le droit de mourir dans la dignité. Parce que je pense que on ne demande pas à naître, mais on doit pouvoir nous laisser choisir notre fin de vie. Je pense que c'est quelque chose d'important et voilà, qui devrait être aujourd'hui accepté dans notre société. Voilà, mais vive la vie. Merci en tout cas, et j'aime vraiment toujours vos côtés avant-gardistes, parce que même là, par rapport au droit de mourir, en fait, c'est quand même polémique en ce moment. Je sais que ouais. Moi, j'ai adhéré à cette association il y a 30 ans, vous imaginez. Donc, c'était autrement polémique que maintenant, mais je pense que, vous voyez, c'est un droit pour lequel on doit tous se battre, parce que là, on est tous égaux devant la mort. Et en plus, on n'enlève pas. Je veux dire, je sais que ça heurte les gens qui sont très très religieux, mais ils ne sont pas. C'est juste un droit. Vous voyez, comme le droit à l'avortement, c'est la même chose. On ne demande pas à toutes les femmes d'avorter. C'est une possibilité pour celles qui
qui en ont besoin ou qui en ressentent le besoin. Et le droit de mourir dans la dignité, en tout cas le droit de choisir sa mort, plus exactement, voilà, c'est un droit, pour moi, c'est une liberté personnelle et qui devrait être évidente à partir du moment où, bien sûr, on légifère autour, etc. Ça ne part pas d'une façon sauvage, évidemment. Mais c'est comme ça dans beaucoup de pays. On est très en retard en France. En tout cas, un grand merci, Mireille. Merci à vous. Merci, ça a été un plaisir. Pour terminer, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a des personnes que l'on croit connaître, alors qu'il y a des histoires qui les ont conduites à devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est valable pour tout le monde, que l'on soit connu ou non. C'est pour cela qu'il me semble important de sortir des apparences et de partager des moments de sincérité. Ce sont ces moments qui sont enrichissants et qui créent finalement de vrais liens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt. Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!